Alors bonjour, aujourd'hui nous sommes avec le docteur Marc. Je vais vous laisser dans un premier temps vous présenter. Bonjour, Dr March, je suis rhumatologue libéral, installé depuis quelques années, 1989, et je m'occupe de toute pathologie de la souffrance, y compris la fibromyalgie, bien sûr. Ah ben parfait, alors dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous donner une définition de la fibromyalgie? Il est difficile d'enfermer des patients dits fibromyalgiques dans une définition, mais il y en a eu plusieurs. Une première que tout le monde connaît, qui a été fort utilisée, qui consiste à considérer que c'est un état douloureux, chronique, diffus et source d'invalidité pour les patients, mais sans lésion objective anatomique. Et par la suite, il y a une autre définition qui est un peu plus large, qui reprend en compte les critères principaux, la triade des symptômes des patients, qui sont la douleur, certes les douleurs diffuses, mais également les douleurs à l'examen, sur certains points bien précis, également la fatigue, qui n'est pas une fatigue au sens populaire du terme, une fatigue médicale, un épuisement des patients, et également les troubles du sommeil, qui sont rarement mis en avant par le patient parce qu'il dort très mal depuis de nombreuses années, mais qui sont vraiment à la source de cette pathologie, puisque c'est le professeur Moldowski en 1976 qui a fait sortir ce rhumatisme ou cet état douloureux des autres formes de douleurs diffuses dont peuvent se plaindre d'autres patients. La fibromyalgie est bien une pathologie en rapport avec les troubles du sommeil. D'accord, très bien. Les personnes atteintes de fibromyalgie représentent quel pourcentage de votre panel? Oh, c'est difficile de l'évaluer parce qu'en fait, avec la nouvelle définition, on a pu augmenter le nombre de patients dits fibromyalgie de plus de 3 à 4 fois le chiffre initial, dans le sens où on tient compte des fluctuations des symptômes. Autrefois, les patients devaient avoir un certain nombre de points douloureux, symétriques, mais s'ils étaient dans un bon jour, ils n'avaient pas forcément. Alors maintenant, on peut considérer que ça représente jusqu'à 20 à 30% de ma consultation, mais je sais que pour certains spécialistes très focalisés sur cette pathologie, ça peut représenter 60 à 80%. D'accord, très bien. Alors aujourd'hui, on doit parler des traitements de la fibromyalgie. Quel traitement on pourrait retrouver sur une prescription médicamenteuse type? Alors d'abord, il faut reconnaître qu'il y a des recommandations européennes, au même titre que cette maladie est reconnue par l'OMS, hein, et que contrairement à ce que disent certains, ce n'est pas une pathologie qui ne serait pas structurée et reconnue de par le milieu de la santé. Et ces recommandations européennes nous demandent de traiter les patients de façon non pharmacologique dans un premier temps, hein, par les différentes thérapies cognitivo-comportementales, psychologiques, physiques, réentraînement, etc. Et il existe effectivement une prise en charge pharmacologique. Alors, qui est assez large, ce qui sous-entend quand même qu'on n'a pas trouvé le remède idéal dans la fibromyalgie, mais nous avons différents traitements. Pour les plus connus et pour les classer, pour pas trop se perdre, vous avez des produits de la gamme des antidépresseurs qui, au-delà de leur effet antidépresseur, hein, ont un effet antidouleur propre. Et ça, il faut bien l'expliquer aux patients. Alors, ils sont utilisés comme la duloxétine Cymbalta, qui a remplacé maintenant pratiquement la mitriptyline, qui était le gold standard de cette pathologie, du traitement de cette pathologie, qui était la Rolsil, mais également d'autres produits comme la venlafaxine, Effexor ou la paroxétine. Voilà, enfin, il y a toute une gamme d'antidépresseurs à effet antidouleur, parce qu'ils agissent sur le seuil de résistance à la douleur des patients. Il y a aussi des antiépileptiques, sans épilepsie, ce n'est pas une maladie épileptique, mais si on diminue l'excitabilité des neurones qui transmettent la douleur, on diminue le transfert de la douleur au cerveau. Et là, vous avez des produits comme la prégabaline, le Lyrica, ou la gabapentine, le Neurontin, qui sont largement utilisés en dehors de leur autorisation de mise sur le marché initiale, avec un certain nombre de services rendus aux patients reconnus. Et puis vous avez bien sûr les antalgiques. Dans les antalgiques, vous avez le paracétamol, que tout le monde connaît, mais également le chef de file à l'heure actuelle, c'est plutôt le tramadol. Tous ces produits ont une tolérance quand même assez médiocre, il faut l'avouer, pour une efficacité qui est à peine supérieure aux effets secondaires, et ce qui fait que beaucoup de patients se tournent, avec l'aide des recommandations européennes, vers des traitements non pharmacologiques ou vers des traitements plus naturels. D'accord. Et dans ces traitements non pharmacologiques et plus naturels, quel genre de traitement prescrivez-vous? Alors il y a beaucoup de possibilités en fonction de chaque individu. On peut utiliser de l'acupuncture, on peut utiliser de l'homéopathie, on peut utiliser différentes voies, mais moi celle que je préfère c'est la phytothérapie, parce que n'oublions pas que la plupart de nos médicaments sont issus des plantes, hein, la digitaline, la digoxine, la colchicine, etc. Et c'est éminemment respectable, avec une tradition très ancestrale, où les plantes n'ont pas les mêmes noms selon les continents, mais avec un vrai savoir-faire, et sur ces traitements dits phytothérapeutiques, on peut avoir réellement un impact très positif, avec des effets secondaires beaucoup moins importants.
Mais il faut quand même faire attention parce qu'on a affaire à des produits vraiment actifs. Donc cette phytothérapie, elle est prescrite en complément du traitement pharmaceutique. Elle peut l'être aussi en monothérapie, puisque là on cherche à éviter vraiment les effets secondaires. Et comme on n'a pas un remède unique en allopathie, en médecine classique pour traiter la fibromyalgie, il existe des constructions phytothérapeutiques. Vous avez par exemple un produit très pertinent comme la fibromyalgine qui utilise pas loin de 9 composants. Alors pas pour le plaisir d'empiler les composants, c'est parce que chaque composant va agir sur un des symptômes phares de la pathologie et même sur les dérèglements qui ont été reconnus au niveau neurobiologique, c'est-à-dire les messagers entre les cellules qui se parlent et qui sont déréglés au niveau du cerveau, comme la sérotonine ou la dopamine. Donc on va avoir différentes plantes qui agiront sur le sommeil, sur la fatigue, sur les douleurs diffuses et sur les dérèglements des neuromodulateurs. Parce que n'oublions pas que la définition vraie reconnue à l'heure actuelle de la fibromyalgie, c'est qu'il s'agit d'un état douloureux sans lésion, certes, mais dû à un dérèglement de la gestion de la douleur par le corps lui-même. Trop d'influx douloureux montent au cerveau, ceux-ci ne sont pas assez freinés par les structures qui devraient le faire dans la moelle, ni au niveau de la gare centrale de la gestion de la douleur qui est le thalamus dans le cerveau, et les voies descendantes inhibitrices elles-mêmes sont déficitaires. Donc c'est vraiment le modèle, la fibromyalgie, de l'état douloureux, tel qu'on pourrait l'étudier dans la recherche, pour essayer de rendre service à beaucoup d'autres maladies d'ailleurs, qui est de savoir comment on peut agir pour diminuer la perception douloureuse à tous les niveaux. Le niveau ascendant, le niveau central dans le cerveau et le niveau descendant. Très bien. Alors ce produit fibromyalgine, vous nous dites qu'il est naturel, donc il n'y a pas de contre-indication? C'est pas tout à fait ça. C'est naturel, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contre-indication. C'est-à-dire que ce sont des produits qui sont beaucoup plus soft, qui sont beaucoup plus faciles à tolérer, qui sont également facile d'emploi parce qu'on est très en dessous de doses potentiellement toxiques. Et effectivement, ce sont des produits sûrs. Mais c'est en médecine, jamais toujours ça n'existe pas. On peut avoir des effets nocebo autant qu'on a des effets placebo. L'effet placebo, on croit connaître, ce sont des effets positifs à rien, mais en fait, il se passe toujours quelque chose dans le corps lorsqu'on fait quelque chose. Et l'effet nocebo, c'est l'effet négatif. On peut avoir des effets négatifs à rien. Les gens qui font des allergies à rien. Ça, c'est la médecine. On a un panel extrêmement large. Mais si c'est très gaussien. Si vous prenez la cloche, la majorité des gens n'auront pas d'effet secondaire. Et après, il y a les extrêmes, ceux qui supportent mieux et tout, et ceux qui ne supportent rien du tout. Alors ces gens-là, il faut vraiment les suivre au cas par cas. C'est ce qu'on fait tous les jours dans nos cabinets. Très bien, parfait. Alors concernant encore ce traitement fibromyalgie, au bout de combien de temps les patients ont des résultats? Alors il y a des études qui sont sorties récemment, qui sont très intéressantes, et je vous engage à les lire ou à donner des références à vos auditeurs pour pouvoir regarder plus en détail ces résultats. Mais effectivement, les résultats sont variables, on vient de le dire, d'un individu à un autre. Mais globalement, on a des effets très positifs qui apparaissent dès le premier mois. Et en 3 mois, on peut considérer que sur une pathologie chronique, c'est relativement rapide. Vous avez une régularisation déjà dans un premier temps de l'état douloureux, ensuite de l'état de fatigue et enfin du sommeil, qui est la clé un petit peu de cette pathologie. Vous considérez que ce sont des gens qui ont un sommeil dérégulé, fractionné, un sommeil très léger, un sommeil perturbé. C'est le sommeil lent paradoxal, le sommeil lent de phase 4 qui est perturbé. Et ça, c'est très très mauvais, ça induit des états douloureux. C'est les premières démonstrations expérimentales de M. Moldowski en 1976. D'accord, très bien. Quel message souhaiteriez-vous faire passer aux personnes atteintes de fibromyalgie? Déjà, je dirais que d'avoir nommé leur pathologie, d'avoir reconnu et d'avoir identifié les dérèglements principaux que l'on retrouve dans cette pathologie est fondamental. En médecine, on est à moitié sauvé quand on sait ce qu'on a, quand on sait dans quelle case on est, quand on sait pour le médecin comment on peut traiter ces patients. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de médicaments, on n'a pas le médicament, mais la recherche travaille tous les jours dans le sens où cette pathologie est vraiment la caricature même de tous les travaux expérimentaux sur les douleurs. Comme on a dit tout à l'heure, les douleurs descendantes, montantes, la gestion du cerveau. Donc beaucoup d'espoir. Il faut avoir du courage pour supporter le quotidien de leur souffrance, ça c'est sûr. Se savoir écouté et compris, se savoir reconnu et savoir surtout que rien n'est statique, que la médecine progresse à la vitesse où elle peut, compte tenu de la nécessité d'études de sécurité, qu'on ne peut pas sortir des médicaments comme ça du jour au lendemain. Donc il faut des idées, certes, on les a, il faut des pistes, on les a, il faut des solutions, on les trouve, et ensuite il faut les mettre en pratique et surtout qu'elles soient bien tolérées. Donc courage, mais également confiance. Très bien. Écoutez, docteur Marc, je vous remercie pour le temps que vous nous avez accordé.